Et vous savez pourquoi les Basques peuvent plus rien dire? La réponse au bout de cette vidéo, soutenue par notre partenaire Mubi. Mais d'abord, on va vous parler de Victoria, le deuxième film de Justine Triet, et se questionner sur la place des femmes dans les comédies françaises. Nous sommes en 2016. André-Pierre Gignac trouve le poteau, les Britanniques votent le Brexit, le 6e épisode d'Ace Attorney sort sur 3DS, et Patrick gagne la nouvelle star, présentée par Laurie Choleva. Victoria, c'est l'histoire de Victoria, une jeune espagnole qui fait la teuf en plan séquence à Berlin, jusqu'à ce que la soirée dérape et que... Mais attendez, c'est pas le bon film là? Je reprends. Victoria, c'est en fait l'histoire de Victoria, une quadragénaire parisienne, jouée par Virginie Efira, qui fait la teuf en plan large à un mariage jusqu'à ce que la soirée dérape et qu'une invitée soit agressée à l'arme blanche. Si, là, c'est bien ça. L'accusé est le compagnon de la victime et un ami de Victoria qui, ça tombe bien, exerce le métier d'avocate. Je te jure, je suis prêt à tout pour que tu me défendes. À l'évidence, Victoria n'est donc pas une comédie française comme les autres. On pourrait même la classer dans un tout autre genre cinématographique, le film de procès. Vieux comme les condamnations au bûcher, le genre a très vite donné lieu à quelques chefs-d'œuvre indépassables, et ce, aux quatre coins du monde. Et c'est seulement à partir des années 60 que le genre se codifie réellement, avec des films phares tels que Du silence et des ombres ou Autopsie d'un meurtre, tirant au mieux parti d'un décor et d'un cérémonial éminemment cinématographique. Même si à l'époque le cinéma français n'est pas en reste, ce sont surtout les films de procès américains qui vont s'imposer dans l'imaginaire collectif. Alors on jure sur la Bible et on dit devant un jury médusé par la démonstration d'avocats tantôt brillants, tantôt désabusés, passant toute leur nuit à potasser des jurisprudences dans des bureaux pas très bien rangés. En tout cas, un tribunal c'est sérieux, et les films de procès relatent généralement des faits dramatiques. Ce genre est donc a priori peu propice à la comédie. Oui, si on cherche bien, il existe quand même un certain nombre de comédies de procès, et certaines sont même assez cultes. S'il est rare qu'une comédie entière se déroule dans un tribunal, il arrive souvent qu'on y passe au moins le temps d'une scène. And is this the same marmalade? C'est également le cas dans les comédies françaises, qui font la part belle aux témoins foutraques, Non, plus fort. ainsi qu'aux avocats croquignolesques. Très bien, nous prenons note. Même si Victoria est tenue à l'écart des prétoires pendant une bonne partie du film, c'est bien au tribunal que finissent par se régler les enjeux de l'histoire dans une succession de séquences absurdes. Quand on présente au chien qui se prénomme Jacques une chemise lambda qui n'appartient à personne en particulier, il bat la queue vers la droite. Après avoir recueilli le témoignage d'un chien, on appelle à la barre un dresseur de singes avant que Victoria, l'avocate donc, ne fasse sa plaidoirie finale en totale gueule de bois. Victoria est donc bien une comédie française de procès, ce qui est rare. Mais chose encore plus rare, c'est une comédie française dont le personnage principal est une femme. Bah oui, parce qu'il faut se rendre à l'évidence, quand on explore l'histoire de la comédie comme on le fait depuis maintenant quelques épisodes, les hommes sont partout. On dirait mon grand-père. Des mecs, des gonzes, des tontons, des loustiques, des frangins, des pignoufs. À croire qu'il est impossible de faire marrer les Français sans être doté d'une gigantesque paire de couilles. Pardon. D'accord, il existe pour confirmer la règle quelques exceptions notables, mais la plupart du temps, ces comédiennes partagent l'affiche avec des hommes. Allez, vous chier de vos réponses et de l'espèce de pétasse. Les films qui, comme Victoria, sont menés par un personnage féminin réellement central, sont si rares qu'il existe pour les désigner une expression toute faite, employée unanimement de Libération à Vosges Matin. Le reste du temps au cinéma, les femmes n'existent souvent qu'en fonction des personnages masculins. Elles sont leurs faire-valoir, leurs épouses, leurs mères ou leurs filles. Il est quand même très bien, les garçons, c'est dommage que tu les touches pas. Oui, mais moi je préfère l'autre. Moi, depuis ma jeunesse jusqu'à mes 30 ans, on va dire, j'ai vu majoritairement des films où les personnages principaux étaient des hommes. Moi, je me suis identifiée aux hommes, je me suis jamais identifiée à la nana d'à côté. J'ai pas été habituée du tout ou très peu, à voir des femmes fascinantes. Ce défaut d'identification s'explique simplement. La plupart des personnages féminins sont écrits par des hommes, bien démunis quand il s'agit d'imaginer leurs pensées. I don't know what do women say. I don't know. You know what they think. That's why I'm in therapy. Celles-ci sont alors fatalement reléguées au second plan, voire comme dans le pilote de la plus culte des sitcoms américaines, simplement oubliées. All right, forget it. All right. Quand elles ne sont pas ainsi jetées à la corbeille, les femmes ont dans les comédies tendance à être caractérisées de manière très sommaire. Il a pris quelques centimètres et quelques kilos aussi. Plutôt bien répartis.
D'après l'essayiste Judith Stora-Sandor, elle se divise en deux catégories, la mégère et la séductrice. La mégère, c'est par exemple l'épouse qui fait la gueule, la belle-mère acariâtre ou la patronne castratrice. En résumé, c'est le prolongement de l'image maternelle, la femme qui plonge l'homme dans un état de régression infantile. Ça y est, c'est madame. On est en retard. Qu'est-ce que monsieur va prendre? A l'inverse, la séductrice est celle qui permet à l'homme de s'épanouir et trouver son plaisir. C'est la belle plante vénéneuse qui distrait le héros, la figure de la maîtresse qui a fait les grandes heures du théâtre de boulevard, ou encore la blonde écervelée, popularisée par Marilyn Monroe, puis en France par Brigitte Bardot. Mademoiselle, vous êtes un obélisque de stupidité. À partir des années 50, la pulpeuse bébé a ainsi multiplié les succès en incarnant, un peu malgré elle, cet archétype ambigu, à mi-chemin entre la femme-enfant et la bombe sexuelle. Nous a-t-on déjà dit que vous étiez adorable? Mais oui, monsieur, ce n'était pas la peine de vous déranger. Virginie Efira aurait tous les atouts pour figurer dans cette lignée, mais l'objet de Victoria n'est ni de perpétuer l'archétype de la blonde idiote, ni même d'en prendre le contre-pied. Je préfère qu'on parle que d'amour, d'argent. Moi j'ai dit tout, et pas forcément ce que t'es bien cherché. Puisque d'autres sont déjà passés par là, Justine Triet capitalise sur les efforts de ses aînés pour aller, on va le voir, un peu plus loin. Je vois pas trop à quoi ça fait référence, mais c'est que c'est qu'on ne sait pas toujours dans l'amitié de femmes. C'est peut-être ça plus simplement. Et en effet, dès les années 60, la libération des mœurs et l'émancipation des femmes ont vite fait tomber en désuétude les sacrées gamines, les mariées trop belles et les ravissantes idiotes. Et maintenant, on se couche. Au cinéma, l'heure est alors moins à la franche rigolade qu'aux personnages complexes et nuancés. Jeanne Moreau, Anna Karina, Delphine Seyrig ou même Brigitte Bardot, c'est toute une génération d'actrices qui s'emparent de rôles à rebours des stéréotypes. Allez, piche le camp, dégoûte. Avec la nouvelle vague, les femmes semblent prendre le pouvoir, aux grandes dames de Michel Audiard, illustre représentant du cinéma à l'ancienne. Ce que je reproche surtout au jeune cinéma, moi, c'est de manquer précisément de héros. 9 fois sur 10, c'est la femme maintenant qui mène le jeu. Ne nous emballons pas, car en y regardant de plus près, le constat de Papy Michel semble un peu exagéré. Si les cinéastes de la nouvelle vague se plaisent à filmer de belles jeunes femmes, c'est avant tout pour exprimer leur imaginaire masculin. Les jambes de femme sont des compas qui arpentent le globe terrestre en tous sens, lui donnant son équilibre et son harmonie. Vous dites vraiment n'importe quoi, taisez-vous. La réalisatrice Agnès Varda, qui fut pionnière du mouvement en débutant sa carrière dès 1955, est un peu l'arbre qui cache la forêt. Sur les quelques 150 cinéastes qui signent leur premier film entre 57 et 62, le nombre de femmes est tout simplement de 0. Ce grand souffle de renouveau reste donc très largement burnocentré. Tu es ma petite sœur, tu es ma fille, tu es ma mère. J'aurais bien voulu aussi être ta femme. Malgré tout, une porte s'est ouverte, et les années 70 vont être l'occasion de remettre en question les vieux schémas de représentation. Pourquoi les femmes n'auraient-elles pas le droit de dire qu'elles ont envie de baiser avec un type? En comédie, l'essor des cafés-théâtres, porté par une philosophie do-it-yourself qu'on évoquait dans notre vidéo sur les bronzés, incite plusieurs actrices à s'écrire leur propre rôle, puis passer à la réalisation. En parallèle, dans le sillage de Gérard Houry et de sa fille Danielle Thompson, les scénarios commencent à s'écrire en doublette mixte. Bonjour madame. Bonjour madame. Les récits comiques gagnent alors en variété et en subtilité dans le traitement des personnages féminins. Les mégères et les séductrices sont bientôt rejointes par les adolescentes amoureuses, les trentenaires désabusés ou les femmes insoumises théorisées par la critique Kathleen Rowe. Ces dernières bousculent les hiérarchies sociales en assumant leur physique hors norme et leur caractère outrancier. Je suis comme une vache. Je crains. En 30 ans, le nombre de femmes réalisatrices est multiplié par 15 et les comédies de Josiane Balasco, Tony Marshall ou Agnès Jaoui font leur apparition au palmarès des Césars. Au box-office, néanmoins, c'est un peu moins la fête. Parmi les 100 comédies françaises ayant fait le plus d'entrées depuis 1945, une seule a été réalisée par une femme et, comme un symbole, elle raconte l'histoire de 3 hommes. Ce n'est donc pas faute d'essayer, mais il semblerait bien que le rejet des archétypes féminins classiques soit incompatible avec le succès populaire. Et c'est vrai que populaire, Victoria ne l'est pas vraiment. Donc t'hésites pas à sortir des mots comme visiblement, ostensiblement, c'est bien ça. Manifestement, incontestablement. Oui, assurément. Sans même parler du box-office, dominé cette année-là par les Tuches, Camping ou les Visiteurs, le film de Justine Triet semble par nature s'adresser à un certain public. Tu trouves pas que ça marche bien chimiquement entre nous? Je comprends pas ce que tu dis en fait. C'est en tout cas ce que suggèrent les références revendiquées par la réalisatrice, beaucoup moins portées sur Fabien Otteniente ou Jean-Marie Poiré que sur une certaine comédie américaine chic et surannée. I am fond of you, you know. And a girl? I often wish you weren't such a stinker. Dans les années 30, avec l'arrivée du parlant, Hollywood a progressivement délaissé le burlesque au profit d'un humour plus indirect, fondé sur les dialogues et les personnages. Keep your eye on that thumb, baby, and see what happens. S'installent alors deux grands courants,
D'une part, la screwball comedy, portée par un comique de situation et des réparties cinglantes. Et d'autre part, la comédie sophistiquée, privilégiant la satire sociale et les oppositions de caractère plutôt que les gags à effet immédiat. Sans épouser précisément l'un de ces sous-genres, Justine Triet en prolonge l'héritage par une mise en scène élégante, veillant à installer ses effets comiques sans trop les souligner. Cette sophistication se retrouve dans la caractérisation des personnages. Au lieu d'ignorer les stéréotypes, Justine Triet les assume pour mieux les retourner et en tirer des situations comiques. Je peux plus vivre dans cette porcherie. C'est mignon quand t'es arrogant, toi? Elle est tout le temps absente. Lâchée par un premier babysitter, Victoria décide d'engager un ancien client, ex-dealer de surcroît, pour s'occuper de ses filles. Et ensuite, si tu veux, je peux aussi devenir ton assistant. Dès lors, et c'est l'un des principaux ressorts comiques du film, les rapports de genre sont régulièrement inversés. On s'amuse alors de voir nos préconceptions prises à contre-pied. Je vous dérange pas? Je suis pas sûr de kiffer les tripes à trois. Ah non, non, c'est parce que tu crois en fait, moi je garde les enfants juste dans le salon. Là, c'était très sympa. J'y vais? Si Victoria aime porter des robes à la Mireille d'Arc qui semble la rattacher à la catégorie des femmes fatales, son attitude dans l'intimité évoque davantage un Jean-Pierre Mariel en peignoir. J'ai vu mon Damien comme d'habitude. Ouais, peut-être que je reprends son dégraisseur, non? À chaque fois qu'on pense l'avoir cerné, Victoria s'avère un peu plus inclassable. C'est un mec, ce que misogyne, je veux dire, alors. Non, ça n'a rien à voir. Non, ce qui est misogyne, c'est de penser que les femmes sont des victimes par nature. Je suis pas misogyne, je suis désolée. Pas vraiment séductrice, Oh non, c'est pas exactement ce que je pensais faire. ni totalement mégère, Tu trouves que j'ai une sexualité virée? elle ne se contente pas d'échapper aux avatars féminins, elle s'empare en prime de traits de caractère habituellement réservés aux hommes. Mais tu sais, Elliot, si j'avais dû me limiter au rôle qu'on m'offrait théoriquement, j'aurais pris aucun plaisir dans l'existence. Hein. Au vu de la complexité des personnages, de la relative lenteur du récit et de la gravité de certains thèmes abordés, on peut même en venir à se demander si Victoria est vraiment une comédie. En fait, j'ai peur de toi. T'as le sens du drame anormalement développé. Dans sa lumière et ses décors soignés, le film ne cesse d'ailleurs de flirter avec le tragique. Après tout, il est question de solitude, de harcèlement, d'alcoolisme et de dépression. J'aimerais comprendre là où ça a commencé à merder chimiquement dans ma vie. Mais qui a dit que drame et comédie ne pouvaient pas coexister ? Oui, écoutez, il est possible que la vérité soit triste, mais c'est Allez, comme deux merci, molécules. on est pressé, pardon. Justine Triet fait partie d'une génération de jeunes auteurs français pour qui le rire est moins une fin en soi qu'un moyen de désamorcer les angoisses du quotidien. J'adore le whisky avec du sucre. Bah, je vais t'en chercher un. Moi aussi, j'adore. C'est vrai? Non, pour te coûterait du bien. Construit autour d'un parti pris radical, son premier film mettait déjà en œuvre cette démarche. Dans La bataille de Solferino, on suit caméra à l'épaule une jeune journaliste télé en duplex du QG du PS le soir de l'élection de François Hollande. La captation de cet événement bien réel entre alors en collision avec la visite imprévue de l'ingérable père de ses deux enfants. Arrêtez, c'est impossible là! Au bout des cris et des larmes, le rire finit par agir comme une soupape, libérant la pression accumulée. Par ailleurs, les deux interprètes principaux du film, à l'aise dans tous les registres jusqu'au théâtre expérimental, incarnent parfaitement ce renouveau de la comédie douce amère à la française. Je t'appelle demain pour les enfants. Des films d'auteurs intimistes, pour la plupart fauchés, et bien souvent réalisés par des femmes, dans lesquels on retrouve donc régulièrement Vincent Maquet et Laetitia Doche. Merci beaucoup. Merci, mais de rien. Bah, je vous invite à laisser la place parce qu'il y a d'autres candidats. Voilà. Mais aussi Vima Laponce, Noémie Lvovsky, Valérie Donzelli, comme dans Victoria, Vincent Lacoste et Laure Calamy. Alors on va mettre 20 ans à la faire cette étape. Tu te rends compte de ça ou pas? Ces choix de casting donnent forcément au film un vernis intello, comme les rôles plus secondaires, presque tous confiés à des membres de l'élite culturelle parisienne. Artistes contemporains et prix littéraires, côtoient metteurs en scène pointus et anciennes de la Fémis. Quant à Virginie Efira, si elle sortait à l'époque de comédie plus grand public, elle amorçait déjà un virage vers un cinéma, disons, à réessai. Enlève tes vêtements. Il y a donc une forme de sophistication, voire d'aristocratie dans les films de Justine Triet, ainsi que dans tout un pan de la nouvelle comédie française, représentée notamment par un certain nombre de cinéastes femmes. Donc là, on est dans le train, on va au festival et la tension monte. Ce qui nous amène à la question qui fâche. Une comédie sensible, nuancée et intello comme Victoria, est-ce que ça n'aurait pas aussi tendance à être moins marrant ? Et par conséquent, si le public ne se bouscule pas en salle lorsque les femmes sont aux commandes, ne serait-ce pas tout simplement parce qu'elles sont moins drôles que les hommes ? En tout cas, c'est la thèse du polémiste anglais Christopher Hitchens qui, en 2007, publiait un article dans Vanity Fair sobrement intitulé « Pourquoi les femmes ne sont pas drôles ». Elles auraient, selon lui, un rapport plus sérieux au monde qu'il explique notamment par leur capacité à donner la vie.
Mais l'auteur omet de remarquer que l'humour a longtemps été interdit aux femmes. Comme le rappelle l'historienne Sabine Melchior-Bonnet dans son ouvrage Le rire des femmes, depuis l'Antiquité, les manuels de savoir-vivre apprennent aux femmes à ne rien livrer d'elles-mêmes, à baisser les yeux et proscrire le rire. Au XVIIe siècle, elles sont carrément exclues des spectacles comiques, autant en raison des intrigues libertines que de la promiscuité avec un parterre qui rit sans retenue. Au moins jusqu'à la fin du XIXe, le rire des femmes est considéré comme impudique, voire obscène. La comédie a donc toujours été un privilège masculin. Mais au fond, cette situation ne serait-elle pas dans l'ordre des choses ? Selon une étude de l'Université du Nouveau-Mexique, l'humour étant pour les hommes un fort atout de séduction, leurs blagues seraient en moyenne plus efficaces que celles des femmes. La domination masculine en matière d'humour serait donc scientifiquement justifiée. Cependant, cette notion d'efficacité est à relativiser dans la mesure où la comédie est un art qui, précisément, échappe à tout jugement objectif. Une méta-analyse des chercheurs de l'Université de Hong Kong a récemment démontré que la perception de l'humour diffère selon les lieux, les époques et les milieux sociaux. Le rire est donc un juge-arbitre corrompu autant par notre culture que par le contexte dans lequel il s'exprime. Façonnée par les hommes et pour les hommes, la comédie telle qu'on la connaît impose des règles qui, par nature, sont défavorables aux femmes. Et malgré tout, elles sont nombreuses à y avoir excellé. Atmosphère! Tu sais, j'ai pris le malhonnête en pleine panachka! Je le pue! Rien! Marie-Hélène, ne jurez pas! Bonjour! C'est bon, voilà. Tisane! J'ai demandé quelque chose? Avec Alice Guy en vaillante pionnière, la comédie au cinéma aurait pu dès l'origine être le fait des femmes. Mais lorsque les enjeux économiques se sont précisés, les hommes n'ont pas tardé à s'en emparer, à plus forte raison en France, où le genre a fini par dominer le marché. Aujourd'hui, les personnages de femmes à l'écran sont de plus en plus nombreux et variés, mais ils restent encore, surtout en comédie, largement écrits par des hommes. Par ailleurs, Vicky prenait du plaisir à coucher avec certains hauts fonctionnaires judiciaires. À l'image de Victoria, dont on voit l'ex s'accaparer l'histoire dans une atmosphère ménène fraîche sensitive, le premier enjeu pour les femmes est donc de se réapproprier leur récit, de rejeter les vieux poncifs au profit de nouveaux archétypes comiques, plus fidèles à la diversité des profils féminins. Vas-y, c'est bon, cassez-vous, bougez! Parce qu'on en a à foutre des pauvres. Plusieurs cinéastes éclairent déjà la voie, mais pour ce qui est de toucher les foules, le défi reste énorme. Car les grandes comédies populaires ne triomphent pas seulement sur le terrain du rire. Elles cartonnent aussi parce qu'elles rassemblent autour des valeurs qui dominent la société. Elles sont conviviales, nostalgiques ou bienveillantes. Elles flattent notre bravoure passée ou nos particularismes régionaux. Elles confortent les spectateurs comme les spectatrices dans une vision du monde commune et familière. Dans ce contexte, les points de vue féminins restent visiblement encore trop subversifs pour fédérer les masses. Oui, mais enfin, vous savez, il y a quelques années, j'étais un peu obsédée sexuelle, j'ai couché avec tout mon entourage. Mais avec l'émergence d'une nouvelle génération de cinéastes et d'actrices, la comédie dite féminine se porte de mieux en mieux. Patiemment, elle chatouille les habitudes d'un public qui lui aussi se renouvelle, et grâce auquel elle finira bien par devenir populaire. Oui, alors forcément, vous qui venez de terminer cette vidéo, vous avez tout à coup envie de regarder un tas de films réalisés par des femmes. Et ben ça tombe bien, parce qu'il y en a plein chez notre partenaire Mubi. Mubi, c'est le service de streaming idéal pour les cinéphiles, parce qu'on y trouve de tout, de la comédie douce amère à la française jusqu'aux films de procès japonais. Il y a des grands classiques, des films cultes, des petites pépites de festival, des films du monde entier et de toutes les époques, avec chaque jour un titre mis en avant par une équipe dédiée. Si vous voulez tester, c'est tout simple, vous allez de notre part sur mubi.com/calmos, le lien est en description, et vous aurez 30 jours d'essai gratos, ainsi qu'une sélection de nos films préférés dispo sur la plateforme. Et donc, pourquoi les Basques peuvent plus rien dire ? Bah c'est normal, ils sont bâillonnés. Comment peut-on porter plainte contre quelqu'un qu'on accuse de tentative de meurtre? Comment peut-on ?